Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet absolument incroyable. C'est pas tous les jours qu'on a un nouveau chevalier qui pop dans la littérature arthurienne, et pourtant notre invité du jour, Emmanuel Arioli, eh bien, il en a trouvé un. Voilà. Alors Emmanuel Arioli, il fait plein de choses. Il est acteur, réalisateur, historien médiéviste, spécialiste de la légende arthurienne, de philologie romane et italienne, et aussi des transferts culturels entre France et Italie au Moyen-Âge. Il est actuellement maître de conférences à l'Université Polytechnique Hauts-de-France à Valenciennes. Après être passé par l'école normale supérieure de Pise, par l'école des Chartes, sur lesquelles on a fait un épisode sur YouTube, allez le voir, par l'école normale supérieure de Paris, il a réalisé une thèse soutenue en 2017 intitulée « Un roman arthurien retrouvé, Ségurant ou le chevalier au dragon ». Il a écrit de nombreux ouvrages et articles sur ce sujet et d'autres, comme Ségurant ou le Chevalier au Dragon, étude d'un roman arthurien retrouvé en 2019, il a également fait l'édition du récit de Ségurant la même année, dont on va parler tout à l'heure. Il a également rendu accessible ce récit au grand public, notamment à travers une BD parue chez les éditions d'Argo et un roman chez les Belles Lettres, le tout étant paru il y a quelques jours, début octobre 2023. On a même un documentaire Arte sur le sujet qui doit également sortir dans les prochains mois, donc ça fait quand même pas mal. Quel CV incroyable. Bonjour Emmanuel, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Ravi de te recevoir aujourd'hui pour cet entretien. C'est pas une petite redécouverte ce que tu as fait. Oui, je suis ravi de pouvoir présenter cette découverte qui m'a accompagné pendant plusieurs années, pendant 10 ans. Ça a été une très longue recherche et donc enfin ce texte, comme tu l'as très bien dit, enfin accessible au public. Alors on l'a vu, t'as un beau CV. Comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Qu'est-ce qui toi t'a animé pour te lancer comme ça sur les traces des mythes arthuriens? Oui, donc j'ai commencé mes études en Italie, donc en 2008 à l'université de Pise et à l'école normale de Pise. Et en licence 1, j'ai commencé à faire des recherches. Donc j'ai commencé la recherche en licence 1, cherchant donc dans les manuscrits. Donc très vite, je me suis retrouvé à consulter des manuscrits. Et à 20 ans, j'ai trouvé un premier texte qui était inconnu. Donc, à l'époque, voilà, ça n'était pas encore un récit arthurien, c'était un recueil de poèmes mystiques du Moyen-Âge. Mais le fait d'avoir trouvé aussi jeune un texte encore inconnu m'a donné une très grande passion pour la recherche et le fait de savoir qu'encore aujourd'hui, même si c'est extrêmement difficile, on peut encore trouver des textes inconnus. Mais comment ça se fait qu'il était inconnu, ce texte? Il était inconnu parce qu'on connaissait le poète qui s'appelait Bianco da Siena, mais en fait, on connaissait pas ces poèmes-là. Donc, c'était un manuscrit qui livrait des poèmes inconnus de ce poète. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai commencé mes recherches, mes spécialisant sur la littérature italienne du Moyen-Âge. Et en 2010, voilà, j'ai fait les concours à l'école des Chartes, à l'école normale. Et j'ai donc poursuivi mes études à Paris. Et c'est là, en 2010, que je suis tombé sur le premier manuscrit qui a donné lieu à une grande quête à travers l'Europe pour reconstituer les aventures de Ségurant, le chevalier au dragon. Ensuite, j'ai enchaîné donc avec une thèse que j'ai terminée en 2017 et voilà, et j'ai eu mon poste actuel en 2018. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé sur ce chemin. C'est une passion qui est venue au fil du temps, cette passion pour les manuscrits et qui m'a conduit à cette découverte. T'as dû faire un petit peu ton ours, t'as pas trop dû voir la lumière du jour pendant quelques années. Absolument, c'était voilà, une période extrêmement intense, oui. Avant toute chose, donc on va faire un point sur les légendes arthuriennes, enfin la légende arthurienne en général. Petite question de vocabulaire, parce que souvent on nous parle de légende arthurienne, on va nous parler aussi de romans arthuriens, de mythes arthuriens, voire de mythologie arthurienne. Tout ça, c'est la même chose ou il y a des différences? Alors, tout dépend du sens qu'on donne aux mots, évidemment. Alors, on utilise plusieurs mots. Il y a des mots qui sont plus appropriés que d'autres. Donc, généralement, on parle de légende du roi Arthur. On parle aussi bien de littérature arthurienne pour décrire l'ensemble des textes écrits et parfois oraux. Il y a une littérature écrite, mais aussi une littérature orale qui compose cette légende. Cette légende n'est pas faite d'un roman unique, mais d'une multitude de romans qui ont été écrits à travers les siècles, du Moyen-Âge jusqu'à même aujourd'hui, puisque c'est une littérature ouverte qui se prolonge, en quelque sorte, jusqu'à nos jours.
Donc, on parle de littérature arthurienne, on parle de romans arthuriens, on parle de légende du roi Arthur. Alors, en effet, parfois, on peut trouver le terme mythe. Alors, quelles sont les différences entre... Alors, légende, bon, le mot légende vient du latin legenda. Legenda, hein, c'est ce qu'il faut lire. Donc, les légendes sont des textes qu'il faut lire. Alors, les premières légendes à être mises par écrit sont, par exemple, les légendes des saints, les vies des saints. Donc, on parle de légendes hagiographiques. Donc, le mot légende englobe en réalité plusieurs textes, plusieurs récits oraux et plusieurs textes, qui peuvent être des vies de saints, qui peuvent être des récits merveilleux, dont donc la légende du roi Arthur, qui fait partie de légende bretonne, ce qu'on appelait au Moyen-Âge la matière de Bretagne, donc toutes les merveilles liées à la Bretagne. Ensuite, alors, en ce qui concerne le mot mythe, donc du grec mythos, la parole, le discours, voilà, on entend parfois parler de mythologie arthurienne, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui est une utilisation un peu impropre en quelque sorte, puisque on parle de mythologie gréco-romaine, mythologie scandinave. Quand on parle de mythologie, on parle généralement de récits merveilleux liés aux dieux, qui explique l'origine du monde, en quelque sorte. Donc, le mot mythologie est à utiliser de préférence en lien avec, par exemple, la mythologie nordique, la mythologie, voilà. Dans ce sens, le terme de mythologie arthurienne n'est pas le premier terme que l'on utiliserait, on parlerait plutôt de légende. Et sinon, il reste le mot mythe, qui est parfois utilisé dans son sens large voilà, du grec, mythos, donc parole, récit. On peut dire encore aujourd'hui le mythe arthurien, dans le sens où c'est en quelque sorte un récit structurant, et encore aujourd'hui, on a des incarnations de ce mythe. Mais voilà, préférons pour aujourd'hui, en tout cas, le terme de légende du roi Arthur, de littérature arthurienne faite de plusieurs romans arthuriens. Ça marche. Alors, pour ceux qui auraient loupé un épisode, ça peut pas faire de mal. Un petit récap, c'est qui le roi Arthur, hein? Alors, le roi Arthur est un roi légendaire, fils du roi Uther Pendragon, roi du royaume de l'Ogre, qui correspond donc à l'île de la Grande-Bretagne, plus ou moins, enfin, en tout cas, à l'Angleterre. Et donc, c'est ce roi qui devient roi après avoir tiré l'épée du rocher, qui lui permet de montrer qu'il est digne de devenir un roi. Il est assisté par l'enchanteur Merlin, que chacun connaît, et il va devenir donc roi de l'Ogre. Il va s'entourer des meilleurs chevaliers autour de la table ronde, qui est une table, tout d'abord, mais qui est aussi une confrérie, donc la confrérie des meilleurs chevaliers, où l'on retrouve donc Lancelot, Yvain, ensuite Tristan, Gauvin, etc. Et donc ces chevaliers partent tous en quête du Graal, qui sera réinterprété comme la coupe qui contient le sang du Christ. Et après, voilà, tout cet univers termine par une bataille épouvantable dans laquelle tous les chevaliers de la table ronde meurent, en quelque sorte, sauf des rares rescapés, et surtout, le roi Arthur et son fils Mordred, ils s'entretuent. C'est comme ça que se clôt cette légende. Il y a plusieurs versions, non, un petit peu de cette... Absolument, il y a plusieurs versions, puisqu'il ne s'agit pas d'un seul roman, mais d'une multitude de romans, donc il y a plusieurs versions qui se contredisent d'ailleurs entre elles. C'est pour ça que c'est toujours difficile il n'y a pas une vérité unique. Je fais un exemple, l'épée du roi Arthur, Excalibur. Donc, dans certaines versions, on appelle Excalibur l'épée qui est tirée du rocher. Dans l'autre, on dit seulement une épée. Donc, Excalibur va plutôt être cette épée qui surgit des eaux et que le roi Arthur prend. Donc, il y a en effet plusieurs versions. Dans chaque version, même la parenté entre les personnages est différente. Donc voilà, c'est un ensemble de récits qui se contredisent parfois entre eux et qui forment cette littérature ou cette légende du roi Arthur. Et alors, est-ce que, comme certaines légendes, il y a un fond de vérité? La question est-ce que le roi Arthur a vraiment existé? On a fait des épisodes là-dessus sur YouTube, abonnez-vous. Oui, absolument. Alors, et c'est très difficile à répondre dans le sens où le roi Arthur est plutôt une création littéraire, est une légende, mais en effet, comme tu le dis, certaines légendes ont une base historique
il peut y avoir des personnages qui ont influencé la création de cette légende, de ce mythe littéraire, mais ils sont vraiment très éloignés. Donc il y a des hypothèses. Le roi Arthur aurait pu être au VIe siècle un chef de guerre gallois. Selon d'autres hypothèses, il aurait pu être un chef romain. Mais en tout cas, la légende est tellement loin de cette origine que même s'il y avait une source historique, c'est vraiment un mythe. Un mythe littéraire, qui s'étoffe au fil du temps et qui devient roi. Au début, il doit être juste un chef de guerre, s'il n'y a jamais eu un roi Arthur. Une question qui permet à pas mal de monde de surfer sur la vague et de vendre des bouquins en vous promettant de vous révéler la véritable identité du roi Arthur. J'en ai reçu un il y a une semaine encore qui disait oui, moi j'ai la vérité, je sais qui c'est. Bref, méfiez-vous quand vous voyez ça sur des... Méfiez-vous, oui. Sauf quand c'est moi qui le mets en titre YouTube, bien évidemment. Est-ce que tu pourrais nous présenter peut-être un ou deux protagonistes de ces légendes arthuriennes et nous raconter pourquoi pas une ou deux histoires? Oui, par exemple, Lancelot. Lancelot, présenté comme l'un des meilleurs, peut-être le meilleur chevalier de la table ronde, qui est élevé par la Dame du Lac. La Dame du Lac, appelée Viviane ou Niniane selon les histoires, qui l'élève dans un palais sous l'eau, dans un lac enchanté. Et donc Lancelot arrive à la cour du roi Arthur, tombe amoureux de Guenièvre, de la femme du roi Arthur. De là tout le problème, parce qu'évidemment, quand le roi Arthur s'en rend compte, il y a plein de problèmes qui surgissent. Donc voilà, c'est une histoire qui fait le cœur de la légende du roi Arthur. Il est appelé Lancelot ou le chevalier de la charrette, puisqu'à un certain moment, il cherche sa dame, il cherche Guenièvre, et voilà qu'il rencontre un nain qui conduit une charrette. Alors, il faut savoir que à l'époque, la charrette est liée aux condamnés à mort. Ce sont les condamnés à mort qui montent sur les charrettes. Donc, Lancelot demande au nain s'il a des informations sur Guenièvre. Le nain lui dit qu'il doit monter sur la charrette s'il veut en savoir plus. Lancelot réfléchit un moment et puis il monte. Sauf que quand il voit Guenièvre, quand il retrouve enfin Guenièvre l'accueille de manière très froide. Donc, il sauve Guenièvre, mais elle est terrible avec lui. Pourquoi? Parce que il dit, alors Lancelot croit que c'est parce qu'il est monté sur cette charrette qui est signe d'ignominie en quelque sorte. Mais non, c'est parce qu'il a hésité une seconde. Et donc la morale de cette histoire, c'est que l'amour, l'amour, c'est ce qui inspire les exploits des héros et il ne faut pas hésiter à assouvir les commandements, les ordres d'une dame que l'on aime. C'est l'histoire de Lancelot. Une autre histoire célèbre, c'est l'histoire d'Ivan. Ivan, le chevalier au lion. Pourquoi le chevalier au lion? Parce que dans une forêt, il rencontre un dragon et un lion qui se battent, et voilà qu'il tue le dragon et sauve le lion. Et le lion le suivra partout. Ce sera un compagnon fidèle. Il le suivra jusqu'à la cour du roi Arthur. Alors, Ivan doit rassurer les chevaliers de la table ronde qu'il est gentil, ce lion. Mais voilà, donc Ivan ou le chevalier au lion. Un troisième chevalier, je vais terminer avec celui-ci, est Galahad. C'est donc le fils de Lancelot qui va donc trouver le Graal au bout d'une longue quête. C'est un chevalier très pur. Et grâce à sa pureté, il arrivera au château du Graal, il regardera à l'intérieur du Graal, il aura cette vision de Dieu, cette vision mystique, et c'est là qu'il mourra. Et la meilleure adaptation audiovisuelle, bien évidemment, de Galahad, ça va être dans Sacré Graal, que je vous encourage à aller voir, avec une séquence vraiment d'anthologie. Alors j'imagine que les sources principales pour connaître ces récits, ces légendes, c'est des sources écrites? Absolument, c'est des sources écrites, surtout des sources écrites. Alors il y a quelques sources iconographiques, donc quelques bas-reliefs. Par exemple, en Italie, à Modène, donc à la cathédrale, il y a une représentation très célèbre du roi Arthur. Ou alors, il y a des fresques. Par exemple, dans un château en Italie, le Castello di Roncolo, c'est le cycle de fresques arthuriennes le plus vaste au Moyen-Âge. Mais pour le reste, ou alors bien sûr les allumières des manuscrits. Mais pour le reste, on connaît cette légende surtout aux manuscrits qui nous ont donc conservé la mémoire. Puisqu'il y a aussi
et une transmission de manière orale. Et sur cette transmission, évidemment, on ne peut pas avoir d'informations. On connaît les textes à travers voilà, leur transcription écrite. Donc il y a plusieurs siècles de silence avant cette première source. Alors il faut savoir que les premières sources un peu importantes, on les trouve au XIIe siècle. Ce qui fait qu'il y a plusieurs siècles de transmission orale sur lequel on ne sait rien. Et sans doute cette légende s'est transformée, même sûrement, elle s'est transformée à travers les siècles. Il faut penser que c'est une légende celte, donc une légende qui provient de la Grande-Bretagne et qui a été christianisée au fur et à mesure. Et en fait, elle nous parvient dans une forme très christianisée. D'ailleurs, le Graal deviendra la coupe dans laquelle est recueilli le sang du Christ. Et peut-être qu'avant, le Graal était autre chose. Peut-être le Graal devait être voilà, un objet celtique, un objet magique. Donc c'est difficile d'imaginer ce que pouvait être la littérature arthurienne avant d'être mise par écrit. En tout cas, un texte très important, c'est l'histoire des rois de la Bretagne de Geoffroy de Monmouth, évêque breton qui écrit vers 1138, qui écrit donc l'histoire des rois de la Grande-Bretagne. Et dans cette histoire, il insère aussi Arthur. Donc c'est une manière aussi de légitimer la couronne de la Grande-Bretagne, en quelque sorte, que de donner un ancêtre aussi célèbre. Donc c'est lui le premier à tisser cette légende qui était déjà existante dans l'histoire réelle donc, des rois de la Grande-Bretagne. Et après lui, cette légende se transfère en quelque sorte en France. Il y a d'abord une adaptation en français par un poète normand qui appelait Vasse, de cette même histoire. Et ensuite, c'est au tour de Chrétien de Troyes, donc dans la deuxième moitié du XIIe siècle, de prendre la suite pour écrire plusieurs romans arthuriens. Donc Lancelot, le chevalier de la charrette, Perceval ou le comte du Graal, Yvan le chevalier au lion. Donc, on est dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Et ensuite, à partir du XIIIe siècle, on trouve plusieurs romans en prose. Il faut savoir que les romans de Chrétien de Troyes sont en vers et ensuite, c'est plutôt la prose qui l'emporte. Et au XIIIe siècle, c'est les premiers grands romans arthuriens en prose en France. Et voilà que Séguran fait partie de ces grands premiers romans qui sont lus pas seulement en France. Le français étant une langue qui jouit d'un prestige international et aussi en Grande-Bretagne, en Italie, même un peu en Espagne, on peut lire ces textes en français et même écrire. On connaît tous les auteurs ou on a des auteurs anonymes? On a des auteurs anonymes, donc Chrétien de Troyes, on connaît son nom, et après ce sera plutôt des auteurs anonymes, surtout les grands romans en prose. Et donc le roman que j'ai découvert aussi fait partie de ces romans anonymes. Les auteurs ne consignent pas leur nom dans ces textes, peut-être aussi parce qu'il y a l'idée qu'il n'y a que Dieu qui crée, en quelque sorte. Donc l'homme ne fait que reprendre une matière déjà existante. L'univers du Arthur existait déjà, et les auteurs ne font que reprendre l'univers et bien sûr le refaçonner, parfois rajouter de nouveaux personnages. Mais il y a l'idée, au Moyen-Âge, qu'on écrit autour d'une matière, par exemple la matière de Bretagne, donc tout ce qui concerne le roi Arthur et les légendes bretonnes, et donc voilà, on tisse à partir d'un univers déjà existant. Mais alors, j'ai une question moi qui m'anime, c'est qu'est-ce qui légitime le fait qu'une œuvre appartienne à ce corpus de la légende arthurienne? Parce que finalement, si le quidam, si moi demain j'écris un truc et je rajoute des chevaliers, est-ce que ça rentre du coup dans ce corpus de texte? Est-ce que des films qui sont créés aujourd'hui autour du roi Arthur et qui viendraient ajouter de nouveaux éléments, ajouteraient des éléments qui viennent finalement s'insérer dans tout ce corpus de la légende arthurienne? En quelque sorte, oui, on est avec un corpus ouvert, la légende du roi Arthur, et encore aujourd'hui, on peut trouver de nouvelles œuvres arthuriennes. Après, évidemment, il faut distinguer les romans du Moyen-Âge qui ont une certaine autorité, puisqu'ils sont les premiers, et ceux qu'on écrit aujourd'hui, qui parfois n'est pas fidèle par rapport donc, aux sources, par rapport à l'esprit. Mais au Moyen-Âge, il y a l'idée qu'il y a un univers déjà existant, et les auteurs s'en servent de manière très précise.
Alors aujourd'hui, c'est moins le cas, hein. Quand il y a une œuvre arthurienne, parfois l'œuvre trahit l'univers d'origine. Et au Moyen-Âge, il y a cette attention aux sources, hein. L'idée de construire un univers cohérent et ajouter une nouvelle pièce, une nouvelle pierre à cette cathédrale romanesque de la légende du roi Arthur. Et donc, voilà, quels sont les éléments? Il faut retrouver le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, la fée Morgane. Voilà, il y a des éléments qui ne peuvent pas manquer dans un roman du roi Arthur. Et voilà, les auteurs le savent. Sauf que, voilà, pour le Moyen-Âge, on en conserve très, très peu. Donc, voilà, ce sont des rares textes. Il faut savoir que aujourd'hui, on estime qu'on a perdu 90% des manuscrits du Moyen-Âge. Quand on vient à la légende du roi Arthur, des chercheurs ont estimé qu'on conserve le 30%. C'est-à-dire que 70% des textes se sont perdus. Donc, en effet, c'était un ensemble plus étoffé, mais tout de même, voilà, un ensemble de textes rares. Et Ségurant est un miraculé, en quelque sorte, dans cette légende. Il s'est sauvé pour très, très peu, en quelque sorte. Mais donc, on peut considérer que si quelqu'un restait fidèle à l'esprit de ces légendes arthuriennes, et aujourd'hui écrivait un ouvrage, peut-être qu'il pourrait intégrer, entre guillemets, le panthéon des ouvrages autour de la légende arthurienne. En quelque sorte, oui. J'ai écrit très récemment un livre avec plusieurs autres spécialistes. Donc, je l'ai intitulé Arthur transmédial, la légende du Arthur, donc à travers la bande dessinée, à travers le cinéma, à travers la musique et les jeux, même les jeux vidéo, en quelque sorte, peuvent s'insérer aussi dans cet univers. Donc, en quelque sorte, on peut considérer des œuvres arthuriennes, même des œuvres récentes, même si évidemment, voilà, ce n'est pas la même chose que d'avoir un roman du Moyen-Âge et un texte récent, on s'en doute bien. Mais bien sûr que que même la légende du roi Arthur est devenue transmédiale, puisque aujourd'hui, elle accueille aussi des films, des jeux, des bandes dessinées, etc. On a Corrigan dans le chat qui nous dit, mais comment vous faites pour savoir qu'il en manque 70%? Alors, c'est très intéressant. En effet, c'est très difficile à estimer. Il y a eu un groupe de recherche qui a appliqué donc un modèle statistique qui a été fait pour les espèces, dans les espèces animales, pour estimer les espèces disparues à partir de combien on en connaît, voilà, et avec un calcul mathématique très complexe. C'est un article que l'on peut retrouver sur Internet aussi, qui est apparu sur la revue Science il y a un an ou deux. En effet, on estime à peu près. Évidemment, c'est très difficile à estimer. Je dirais que c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour estimer. On l'estime par exemple, à partir des mentions, à partir de combien de manuscrits on conserve de chaque œuvre, combien on sait qu'on a perdu, voilà. Donc, c'est une estimation qui a été faite, qui est, voilà, fiable ou pas, c'est en tout cas la seule estimation possible que l'on ait aujourd'hui. Donc, ça donne un à peu près. Alors, ces textes médiévaux, comment est-ce qu'ils se présentent? Parce que c'est vrai que quand on parle de romans, en général, on se dit, bon, il y a un début, un milieu, une fin. Est-ce que c'est comme ça, ou est-ce que c'est des épisodes, des romans feuilletons, j'ai envie de dire? Alors, en quelque sorte, ce n'est pas la même chose pour les romans en vers et les romans en prose. Donc, Chrétien de Troyes, à chaque fois, il écrit en quelque sorte un fragment de la légende du roi Arthur, en sachant que l'univers est déjà connu, et lui, il ajoute une nouvelle histoire, racontant quelques épisodes de la vie d'un chevalier, en sachant que la cour du roi Arthur est en quelque sorte le fond sur lequel l'auteur tisse une nouvelle histoire. Alors, les romans en prose, qui arrivent ensuite, ont tendance à raconter plutôt toute l'histoire d'un chevalier. Par exemple, on va prendre Lancelot, on va prendre Tristan, et on va essayer de raconter toute l'histoire du chevalier, de sa naissance jusqu'à la fin. Alors, ce sont des textes qui sont divisés dans les manuscrits par épisode, dans le sens où souvent il y a une enluminure qui sépare chaque épisode. Et même si on s'intéresse donc à l'intrigue principale, très souvent il y a d'autres intrigues qui se tressent. Donc parfois, même si on suit principalement un chevalier, on va s'intéresser aussi à d'autres.
il y a une construction qui est semblable à celle en quelque sorte, aux séries aujourd'hui, puisqu'il y a des romans qui s'appliquent donc à écrire ce qu'on appellerait aujourd'hui un préquel ou un séquel. Donc, raconter ce qui vient avant, ce qui vient après. Donc, il y a une volonté de compléter tout ce qui est existant par raconter d'autres choses qui ne sont pas racontées. Et souvent, les auteurs du Moyen-Âge, ils font semblant qu'ils ont trouvé un livre et de raconter l'histoire d'un livre qu'ils ont trouvé. Ils disent, voilà, ces aventures n'ont pas été traduites, moi je vous traduis des aventures. Donc il y a ce jeu-là, parfois, des auteurs du Moyen-Âge, de faire semblant qu'ils transcrivent, qu'ils traduisent les aventures d'un livre en latin qui évidemment n'existe pas. Est-ce qu'on sait si ces textes, ils étaient lus? Est-ce que c'était des productions de niche ou est-ce que c'était des textes qui étaient reproduits, copiés pour être distribués auprès des élites, par exemple? C'était tout ce qu'on lisait, c'est-à-dire on ne lisait que ça à peu près. C'est-à-dire que dans les cours princières, les cours royales, etc., les nobles étaient passionnés de cette littérature. Et en effet, au Moyen-Âge, on n'écrit pas sur n'importe quoi. Il y a l'idée qu'on écrit sur des univers déjà existants. Donc, de quoi peut-on parler? Il y a un auteur au XIIe siècle qui dit qu'il y a 3 matières. Donc, c'est Jean Baudel. Il dit, en fait, on peut écrire sur 3 choses. Soit sur la matière de France, donc sur l'histoire de France, sur le roi de France et surtout sur Charlemagne, le plus grand roi. Soit on peut écrire sur la matière de Bretagne, donc sur le roi Arthur et les légendes bretonnes, soit on peut écrire sur la matière de Rome. La matière de Rome englobe les récits grecs et romains. Récits d'histoire romaine, d'histoire grecque, mais aussi récits mythologiques gréco-romains. Donc en quelque sorte, il n'y a que ces 3 matières qui circulent dans les romans, dans les textes. Je dis roman parce que même le roman surgit au XIIe siècle, l'idée de roman. Au début, les romans sont le roman s'appelle roman parce qu'au début, les premiers romans sont des mises en roman. Donc, sont des mises en langue romane. Ce sont des traductions en français, donc du latin au français. Voilà pourquoi on utilise encore aujourd'hui le terme roman. Et en effet, donc ces romans, ces textes étaient lus dans toutes les cours. Donc, c'était les nobles qui lisaient et bientôt aussi les bourgeois. Donc, au XIIe et XIIIe siècle, la ville fait son essor. Il y a une nouvelle classe émergente qui est la bourgeoisie, donc ceux qui vivent dans les villes, donc les banquiers, les marchands, c'est une nouvelle classe qui devient riche et qui a la possibilité de commander des manuscrits. Donc, il y a des ateliers de copistes en ville même qui copient ces œuvres. Alors, souvent, dans des manuscrits de moindre qualité par rapport aux nobles, mais tout de même, on sait qu'un manuscrit était extrêmement coûteux à l'époque puisque c'était écrit sur du parchemin, donc sur de la peau animale. Et pour un gros manuscrit, il fallait un troupeau entier. Donc, en quelque sorte, voilà que les cours, surtout les cours, mais aussi les bourgeois, lisent cette littérature. Et cette littérature devient même un modèle de vie, dans le sens où on imite les chevaliers, on s'inspire de ces récits qui parlent d'amour, qui parlent de chevalerie, qui parlent de guerre. Et donc, il y a en quelque sorte un jeu entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire que le roman s'inspire de la réalité, mais en quelque sorte, dans la vie, on s'inspire aussi de ces romans. Alors toi, t'as bossé sur une édition de Divin, justement, Le Chevalier au Lion. Ça consiste à quoi, justement, l'édition d'un texte comme ça? Alors, l'édition d'un texte consiste d'abord à aller voir tous les manuscrits existants, aller étudier les manuscrits, aller transcrire le manuscrit. Donc, alors, s'il y en a plusieurs, il faut choisir le meilleur et corriger le texte avec les autres. Puisqu'il faut savoir que les manuscrits, généralement, c'est des copies, des copies, de copies. On conserve pratiquement jamais un manuscrit original. Donc, chaque manuscrit, comme c'est copié à la main, il est copié dans une version un peu différente, parfois avec des fautes, parfois avec... Et donc, il s'agit d'abord de trouver quel est le meilleur manuscrit en comparant tous les manuscrits existants et d'arriver à établir un texte. Donc, on établit un texte en transcrivant, en corrigeant, en notant un texte, étudiant précisément la langue d'un texte, étudiant les manuscrits d'un texte. Et voilà, donc comme ça, éditer signifie rendre accessible un texte, puisque
très peu de gens peuvent lire les manuscrits du Moyen-Âge. Et il s'agit de rendre accessible ce texte, d'abord un ancien français pour le spécialiste, mais aussi un français moderne. Alors, ce que j'ai édité, c'est le livre divin. Ce n'est pas le roman de Chrétien de Troyes, mais c'est un manuscrit qui était inédit encore. Manuscrit que j'ai trouvé en Grande-Bretagne, au pays de Galles, dans la ville de Aberystwyth. Et dans ce récit, alors c'est une compilation de plusieurs récits arthuriens, et il y a aussi un récit divin qui ne se trouve nulle part ailleurs, qui met en scène le chevalier au dragon, mais dans une version qui n'est connue nulle part ailleurs, et qui fait penser qu'il pouvait y avoir peut-être un roman divin aujourd'hui perdu, dont on a un seul épisode en prose, qui ne correspond pas à l'Ivan très connu de Chrétien de Troyes. Donc un autre Ivan est le seul Ivan que l'on connaisse en langue française. En tout cas, on a un fragment dans ce texte. Ce qui montre en effet qu'on a perdu beaucoup de choses et que parfois on a juste des fragments qui subsistent. Et voilà, parfois on n'arrive pas à reconstituer. C'est exceptionnel de retrouver un roman entier, donc parfois on trouve juste des épisodes. Et justement, comme je le disais au début de l'émission, c'est pas souvent qu'on a un nouveau chevalier qui pop à la table ronde. Et toi, ça a été une découverte que tu as fait avec Ségurant, le brun, le chevalier au dragon. Alors, avant de rentrer dans la méthodologie et de comment tu as réussi à faire cette redécouverte, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce chevalier au dragon? D'où est-ce qu'il vient? Alors, Ségurant le chevalier au dragon, donc appelé aussi Ségurant le Brun, est un chevalier qui naît dans une île très éloignée qui s'appelle l'île Non-Sachant. L'île Non-Sachant signifie en ancien français à la fois l'île inconnue et l'île naïve, en quelque sorte inconnue et naïve comme le personnage lui-même. C'est un nouveau venu, c'est un personnage inconnu. Il est aussi naïf puisqu'il ne connaît pas les usages de la chevalerie, il ne connaît pas la cour du roi Arthur. Et ce chevalier veut se rendre donc à la cour du roi Arthur pour devenir le meilleur chevalier. Alors voilà qu'il lance un défi aux chevaliers de la table ronde. Il se rend à Winchester, où la cour du roi Arthur est réunie. C'est le meilleur chevalier du monde, mais la fée Morgane lance un enchantement, un sortilège. Elle fait apparaître un dragon et Ségurant se trouve ensorcelé. Il est obligé à poursuivre ce dragon. Il ne peut pas tuer, puisqu'en réalité, c'est une illusion. Et voilà, ça c'est l'histoire que raconte le roman, tout en disant que Ségurant sera désensorcelé par le Graal, donc il sera libéré de son enchantement par le Graal. Mais cet épisode du Graal ne se trouve pas dans le premier manuscrit, et d'ailleurs dans les autres non plus, puisque le premier manuscrit que j'ai consulté, donc un manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, est incomplet. Donc c'est un manuscrit qui conserve plusieurs textes. Alors il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les manuscrits conservent plusieurs textes en général. C'est-à-dire, il n'y a pas cette coïncidence qu'on a aujourd'hui entre un livre et une œuvre. Dans un manuscrit, on copie plusieurs choses. Pourquoi? Parce que le parchemin est très cher. Et donc, parfois, ce sont des compilations, parfois, ce sont plusieurs textes. Voilà. Et au Moyen-Âge, dans les manuscrits, on a rarement un titre. Alors, on a un titre global, un titre vague. Par exemple, beaucoup de manuscrits de la légende du roi Arthur s'appellent le roi Arthur, Merlin, le Graal, voilà. Mais chaque manuscrit est différent, puisque les manuscrits sont copiés à la main. Donc, ce manuscrit était un manuscrit des prophéties de Merlin. Donc, les prophéties de Merlin, c'est un recueil écrit au XIIIe siècle, attribué bien sûr à l'enchanteur Merlin, mais si, évidemment, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Donc, c'est un recueil écrit en français, en Italie, qui recueille plusieurs prophéties sur la légende du roi Arthur, sur la fin du monde, etc. Et dans ce recueil, à différence des autres manuscrits, se trouve aussi l'histoire de Ségurant, qui était cachée en quelque sorte, puisque les épisodes des aventures de Ségurant se trouvent entrelacés, donc intercalés,
entre les épisodes des prophéties de Merlin. On imagine que quand des historiens consultent des manuscrits, déjà tout n'est pas consulté, quoi. Il y a plein de trucs qui sont là et qui sont dans l'attente encore. Oui, il y a des choses qui ne sont pas consultées ou des choses que l'on ne consulte pas parce qu'on croit savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que parfois c'est très trompeur parce qu'on croit connaître un manuscrit. On a catalogué un manuscrit comme un manuscrit d'un roman déjà connu. Sauf que quand on le consulte, on se rend compte parfois qu'il y a autre chose à l'intérieur. Donc il y a des choses qui peuvent ne pas avoir été vues, ou alors il y a des manuscrits arthuriens qui ne sont pas connus, parce que il n'y a pas une liste complète de tous les manuscrits. Donc évidemment, quand on fait cette recherche, on se base sur les études arthuriennes déjà existantes, mais il faut aussi aller dans les catalogues de chaque bibliothèque pour voir quels sont les manuscrits consultés, pour essayer de dénicher d'autres manuscrits qui ne sont pas connus. Donc voilà. Et en effet, le premier manuscrit que j'ai trouvé était incomplet. Il terminait au milieu d'une phrase. Et du coup, l'histoire des dragons était incomplète. Voilà. C'était la série nulle sur Netflix où le truc s'arrête et te dit, bon, la suite dans 2 ans, là tu te dis, mais non, c'est pas possible. Hélas, oui, ce n'est pas possible. Et je me suis même demandé s'il y avait un autre tome à chercher. Puisque le texte est incomplet, l'histoire n'est pas finie. Mais alors, voilà, où trouver le reste, hein, s'il y avait un reste à chercher, parce qu'évidemment, on ne peut être sûr de rien. Ça a commencé à l'Arsenal, mais du coup, pourquoi tu cherchais justement ce manuscrit? Tu bossais sur quoi? Alors, j'ai bossé sur le français écrit en Italie, c'est-à-dire je m'intéressais surtout à des questions linguistiques, parce qu'en Italie, au XIIIe siècle, on écrivait aussi en français, et je m'intéressais aux questions de langue, c'est-à-dire essayer de décrire plus précisément ce français écrit en Italie. Donc, je me suis intéressé aux prophéties de Merlin, donc un recueil prophétique déjà connu, écrit en français, mais en Italie. Et en consultant ce texte, je me rends compte qu'il y a aussi les aventures de Ségurant. À l'époque, je ne connais pas Ségurant. Je fais une recherche où je vois que ce texte-là est encore inédit. Ségurant, on le connaît de manière seulement indirecte, en quelque sorte. C'est-à-dire que à la fin du Moyen-Âge, on compile des sortes d'encyclopédies des chevaliers de la table ronde recueillant 150 chevaliers environ, et Ségurant y figure. Donc Ségurant était connu seulement comme l'un de ces 150 chevaliers que l'on répertorie à la fin du Moyen-Âge, auquel on donne un blason, voilà, et voilà, avec une description de 3 ou 4 lignes. Mais c'était en gros tout ce qu'on savait de lui. On n'imaginait pas qu'il y avait un roman sur lui. Du coup, je trouve ce texte est incomplet. Et je me dis, peut-être ailleurs, je peux trouver les autres morceaux. Donc, je commence une quête qui a duré 10 ans. Alors, à l'époque, j'étais bien jeune et naïf. J'avais juste 22 ans, donc je croyais que c'était une affaire de quelques mois. Mais ça demandait 10 ans environ, puisque je ne me rendais pas compte de l'ampleur de tout cela. Puisqu'en fait, Ségurant pouvait se trouver potentiellement partout. C'est-à-dire que à une certaine époque, surtout à partir du XIIIe siècle, les auteurs et les compilateurs, les scribes, commencent à copier seulement quelques épisodes. Ils font des anthologies, des best-of. Et donc, les épisodes de Ségurant pouvaient être partout. Et du coup, il fallait chercher tous les manuscrits liés à la légende du roi Arthur. Cela, ça fait des centaines, voire des milliers de manuscrits. Donc là, tu t'es dit, chouette, ça va me faire un road trip dans toute l'Europe, quoi. Voilà, mais au début, j'ai commencé à chercher en France et puis en Suisse, etc. Et en fait, au début, je ne me rendais pas compte de la quantité. C'est-à-dire, je ne me rendais pas compte que ça pouvait être potentiellement partout. Et donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je m'étais engagé dans un chantier très difficile et très, très long. Et voilà, en tout cas, après plusieurs mois, je commence à trouver un premier épisode qui confirme mon hypothèse, c'est-à-dire qu'il y a d'autres aventures à trouver. Et voilà, et donc, au bout de 10 ans de recherche, je réunis 28 manuscrits conservés donc, en France, en Italie, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Voilà. Et avec tous ces manuscrits, donc je commence à transcrire tout.
Et c'est seulement quand j'ai réuni ces 28 manuscrits que je comprends comment les textes fonctionnent ensemble. Et je me rends compte qu'il n'y a pas un seul roman, mais qu'il y a plusieurs versions. Donc, j'arrive à dater la plus ancienne. Donc, la plus ancienne remonte au XIIIe siècle. Plus précisément, elle a été écrite entre 1240 et 1273, en langue française en Italie. Sauf que cette légende a eu un tel succès qu'il y a eu plusieurs prolongements et plusieurs réécritures jusqu'à la fin du Moyen-Âge, donc jusqu'à la fin du XVe siècle, pendant 3 siècles environ. Donc, ces aventures sont prolongées, sont réécrites, ce qui montre qu'il y a eu un véritable engouement autour des aventures du chevalier au dragon. Il y a même des fragments qui ont été traduits en italien, et on a des mentions de Ségurant en espagnol et en anglais, ce qui montre que ce texte a été lu en France, en Italie, mais aussi en Espagne et en Grande-Bretagne. Donc c'était pas un petit personnage, quoi. C'était un best-seller, en quelque sorte. On peut dire ça. Et alors, comment t'as su, justement, où chercher, où trouver? Tu nous disais qu'il y avait des catalogues, éventuellement, qui répertorient toutes ces sources, et donc après, tu t'es dit, bah voilà, il y a un corpus là-bas, j'y vais, et puis j'épluche tout? Voilà, c'est-à-dire que j'ai constitué des listes au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que je continue ma recherche, j'ai trouvé d'autres manuscrits à voir. Très vite, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'espoir de trouver des épisodes dans des manuscrits très étudiés, dans des manuscrits connus. Donc en fait, j'ai procédé en cherchant surtout des manuscrits moins connus. Après, j'ai eu une piste quand j'ai su que le premier texte avait été écrit au XIIIe siècle en Italie, en langue française. Ça donnait déjà des pistes d'où j'avais plus de chances de trouver. Mais cela dit, ensuite, ce texte a essaimé, il a été copié en France, dans les Flandres, etc. Donc, en fait, c'était très difficile. Mais je savais, en tout cas, que j'avais des chances de trouver des pièces dans des manuscrits peu étudiés et surtout dans des manuscrits en mauvais état. Donc, j'ai trouvé plusieurs fragments dans des manuscrits dépecés ou démembrés, c'est-à-dire qu'à la Renaissance, après la Renaissance, quand on ne lit plus ces manuscrits du Moyen-Âge qui sont écrits en ancien français, avec une écriture gothique, entre-temps, l'imprimerie est née, c'est beaucoup plus confortable. Parfois, ces manuscrits sont démembrés, et puisque le parchemin est précieux, le parchemin est réutilisé. Donc, des feuillets de Mon chevalier au dragon ont été réutilisés comme reliures de livres, d'archives, de notaires, d'archives judiciaires, etc. Donc, voilà, ça pouvait être potentiellement partout. J'ai trouvé des morceaux comme ça à Bologne, qui provenaient de la bibliothèque de la famille d'Este, une famille de Ferrare, en Italie. Et voilà, les manuscrits avaient été remployés comme reliures. Ou alors un autre exemple, à Turin, en 1904, il y a eu un incendie terrible et entre 2000 et 3000 manuscrits ont brûlé. Il y a eu des manuscrits rescapés et dans ces manuscrits, j'ai trouvé des épisodes de Ségurant le chevalier au dragon dans des manuscrits que l'on croyait brûlés, mais qui existaient encore. Et là, c'était le moment le plus émouvant de ma recherche parce que j'étais amené à visiter cette réserve où il y a des milliers et milliers de cartons qui contiennent des manuscrits brûlés, alors dans un état différent. Certains, c'est des blocs calcinés qu'on ne peut plus ouvrir. D'autres, on arrive à les consulter, à les lire. Certains, il faut des techniques particulières. Par exemple, la lampe de Wood. La lampe de Wood est une lumière ultraviolette qui permet de mettre en évidence les traces d'encre, donc de lire des textes effacés. Ou alors l'imagerie multispectrale, donc ce sont des lumières différentes, donc infrarouge, ultraviolette, etc., avec lesquelles on prend des photos et ensuite il y a un traitement informatique qui permet de lire ce qui est invisible à l'œil nu. Donc, avec ces techniques, j'ai pu trouver et lire d'autres morceaux de ce chevalier au dragon, qui n'avait pas été vu parce qu'il s'est trouvé dans ces manuscrits. Ouais, c'est absolument fou. Et donc, tu disais que tu as trouvé 28 manuscrits en tout, c'est ça? Absolument, oui, 28 manuscrits, vraiment partout, en Italie, en France, Belgique, Suisse, en Grande-Bretagne, États-Unis, ouais.
Donc des langues que tu maîtrises? C'était en français, des morceaux en langue française, puisque, alors, il y a des morceaux traduits en italien, mais ce sont des morceaux tous en langue française, puisque les manuscrits voyagent ensuite. C'est-à-dire que les manuscrits circulent et après, un manuscrit peut se trouver, par exemple, aux États-Unis s'il a été acheté ensuite, hein. Donc, le lieu où se trouvent les manuscrits n'est généralement pas le lieu où le manuscrit a été copié. Donc, voilà, ces manuscrits ont été sémés un peu partout et il fallait retrouver la trace. C'était comme un puzzle dont les pièces étaient dispersées à travers le monde. Ouais, mais justement, comment t'as fait pour, une fois que tu avais toutes ces pièces en main, pour les assembler, justement? Oui, justement, une fois que j'ai assemblé les pièces, je les ai d'abord transcrites. Alors, il y avait des pièces que j'avais, par exemple, en plusieurs exemplaires. C'est-à-dire, par exemple, il y a certains épisodes que j'avais 3 ou 4 fois, les mêmes, parfois plus, 8 fois. Donc, en fait, il fallait faire d'abord un inventaire de toutes ces pièces. Et je me suis rendu compte qu'il y avait l'histoire principale de ces Ségurans que j'avais trouvé à l'Arsenal, mais dont j'avais trouvé d'autres morceaux ailleurs dans des manuscrits qui remontaient au XIIIe siècle, donc, qui racontent l'histoire de Ségurant jusqu'au moment où il poursuit un dragon. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres pièces qui avaient été écrites par la suite et qui collaient dans le sens où ça prend exactement la suite, hein. Il y a le narrateur qui vous dit « je vous raconterai que », voilà, ou alors dans l'autre pièce « je vous ai raconté que ». Et en effet, cela colle. Et comme ça, j'ai réussi à constituer ce texte par la plus ancienne version, mais aussi les réécritures que j'ai appelées versions alternatives, donc les réécritures qui prennent des épisodes de la version la plus ancienne, mais réécrivent l'histoire de Chevalier au Dragon à leur manière, qui a été écrite après, ou alors les versions complémentaires, c'est-à-dire ce sont des compléments qui s'ajoutent après. Des compléments qui remontent au XIIIe siècle et qui veulent poursuivre cette histoire qui était peut-être inachevé en quelque sorte. Comme le Ségurant ne pouvait pas tuer le monstre, en quelque sorte, peut-être que c'était peut-être inachevé dans cette version. Voilà. Et voilà. Alors, il faut dire que j'ai presque tout. Je n'ai pas tout, dans le sens où le narrateur dit que Ségurant trouvera le Graal, qui sera désensorcelé par le Graal, mais je n'ai pas trouvé l'épisode en question. Alors, est-ce que l'épisode a existé ou pas? Est-ce que c'était une façon de laisser rêver les lecteurs? Est-ce que c'était une manière d'appeler des continuateurs à poursuivre son œuvre? Est-ce que l'épisode s'est perdu? Ça, voilà, on ne peut pas le savoir. En tout cas, tu disais que tu avais connu des grands moments d'émotion en trouvant certains manuscrits. Voilà, c'était ces manuscrits à moitié brûlés. J'imagine quand même que ça devait être aussi extrêmement frustrant quand tu te rends compte que une page que tu aurais aimé avoir est transformée en reliure. Oui, absolument. C'est-à-dire que quand c'est un reliure, on détache et on arrive à lire un peu. Cela dit, quand on a une reliure, parfois c'est juste un feuillet et on aimerait bien avoir les autres. Donc en effet, c'est très frustrant. Alors ce qui était pire, il y a des manuscrits qui ont été découpés pour faire un renforcement de reliure. C'est-à-dire quand on a une reliure, on a à peu près tout le feuillet qui est utilisé pour couvrir un registre. Quand on a un renforcement pour le dos, on a juste une bande de parchemin. Alors là, on aimerait bien avoir les autres mots qu'on n'arrive pas à lire. Ou alors, en effet, les manuscrits brûlés à Turin, ça a été vraiment une très grande émotion parce que j'arrivais à lire pas mal de textes, mais il y avait des parties que je n'ai pas réussi à lire parce qu'elles n'existaient plus. Donc, en effet, c'était très émouvant de trouver à chaque fois un fragment, parce que la plupart du temps, je ne trouvais rien, il faut le dire. Donc, à chaque fois, c'était une grande émotion, trouver un fragment. Turin, ça a été vraiment le moment le plus émouvant parce que je me suis rendu compte à quel point on a perdu les textes du Moyen-Âge. Quand on disait, voilà, le 30%, j'ai vu ce que ça veut dire. Les manuscrits brûlés, ça m'a donné vraiment, c'était vraiment un choc émotif très, très fort. Et puis, un autre moment émouvant, c'est quand j'ai réuni tout et je me suis dit, voilà, là, je vois ce texte, voilà, je vois comment recomposer ça. C'est-à-dire, je vois en quel ordre les pièces devaient être, hein, selon les indications que le narrateur donne, selon d'autres informations, selon des recoupements de textes.
Et je me suis dit, voilà, là, j'arrive à recomposer ça. Là, on a un roman. Voilà, c'était un moment très émouvant. Mais alors, tu dis que ça a duré quand même 10 ans. T'étais jeune quand ça a commencé, 22 ans. Euh, Il y a une question qui se pose quand même, c'est celle des thunes. À un moment donné, comment est-ce qu'on arrive à financer ces recherches et déplacements T'as pas été confronté à ça à un moment donné en te disant bah ouais, j'ai besoin d'aller là-bas, mais j'ai pas de sous en fait. Oui, oui, absolument. J'ai été confronté à ce problème parce que, comme j'étais très jeune, je ne pouvais pas avoir les financements auxquels je pourrais avoir aujourd'hui pour la recherche. Donc, en effet, j'ai financé tout sur mes propres économies. Alors, ben, heureusement, j'avais une bourse à l'école normale, puis voilà, j'avais un doctorat, donc j'étais enseignant, euh, j'enseignais à la fac. Mais voilà, j'ai financé mes propres voyages. Alors, de temps en temps, certains manuscrits, voilà, quand c'était compliqué d'aller, par exemple, en Russie, quand je vais des manuscrits en Russie, voilà, je ne suis pas allé en Russie, je peux avoir des images. Donc, je demandais des images, voilà, qu'il faut payer, ou alors il faut trouver un institut qui a ce qu'on appelle un microfilm, donc les anciennes reproductions sous des bobines, qui, voilà, avec des photos en noir et blanc, très mal lisibles, mais bon, ça permet déjà de faire une première recherche. Donc, par exemple, voilà, en Russie, je n'ai pas été en Russie. J'ai consulté des manuscrits de Russie à distance, voilà. Mais la plupart du temps, j'ai dû aller sur place. Parce que c'était une époque à laquelle les manuscrits étaient encore très peu en ligne. Alors, il y avait les premiers manuscrits, par exemple, la Suisse avait commencé à mettre ses manuscrits en ligne. La France, avec la Bibliothèque nationale de France, a commencé ensuite. Aujourd'hui, plusieurs manuscrits se trouvent en ligne, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Et je pense que cette recherche sera plus facile à l'avenir quand toutes ces sources seront en ligne. Mais à l'époque, il y en avait très peu. Et en effet, j'ai dû me confronter aux problèmes économiques aussi. Parfois, de vouloir faire un voyage, de dire, bah, je vais attendre encore un an pour pouvoir le faire. Il y a eu ça aussi, en effet. La question que je me pose aussi, c'est comment est-ce que ton boulot a été accueilli par la communauté scientifique? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, autour des légendes arthuriennes, il y a des bouquins ou des gens qui disent ouais, moi j'ai trouvé quelque chose de nouveau, pas tous les mois, mais presque. Donc, comment est-ce que toi, en tant que jeune chercheur, tu arrives et tu débarques en disant les gars, je pense avoir trouvé quelque chose? Absolument, c'était très difficile parce que, comme tu le dis, beaucoup de gens prétendent avoir trouvé des choses. Et le fait d'avoir trouvé un manuscrit, il y a beaucoup d'écrivains qui imaginent avoir trouvé un manuscrit. C'est un peu, la chose rêvée de chaque chercheur, de trouver un roman inconnu, un manuscrit inconnu. Donc, comment j'ai procédé? Ben, au début, je n'ai parlé à personne, en tout cas seulement aux personnes très sûres, parce que je croyais avoir trouvé quelque chose de très, très important. Et j'ai attendu beaucoup de temps. C'est-à-dire que j'ai fait paraître un premier livre en 2016, donc 6 années après avoir commencé mes recherches. J'ai vraiment voulu attendre. Et même quand j'avais fait ce premier livre, bah, je n'avais pas encore édité le texte en ancien français. Donc, les chercheurs étaient là, bah, voilà, on veut voir le texte, voilà, en quelque sorte. Et c'est seulement en 2019, quand j'ai édité le texte avec toutes les explications, bah, en effet, on s'est rendu compte que c'était vrai, qu'il y avait le texte, qu'il y avait les manuscrits, etc. Mais j'ai beaucoup attendu parce que j'étais très jeune, parce que c'était très difficile, et parce que, voilà, quand on apporte une découverte de cette importance, il faut aussi, voilà, produire le texte, une édition de manière précise, voilà, un travail très solide, en quelque sorte. Et c'est pour ça aussi qu'il m'a fallu 10 ans. Ce n'est pas seulement la recherche des manuscrits, mais c'est surtout pour faire un travail soigné, faire un travail assuré, réfléchir à tout, et voilà, faire vraiment un travail complet. Et donc, en effet, c'est une découverte qui chamboule un peu la littérature arthurienne, parce que trouver un nouveau roman, alors qu'on en a très peu pour le Moyen-Âge, signifie aussi rebattre les cartes, en quelque sorte. Donc, grâce à cette découverte, on va pouvoir dater mieux certains romans. C'est-à-dire il y aura des conséquences, hein, de cette découverte. Après, voilà, l'université a des temps qui sont plus longs par rapport aux journaux, etc. Donc, en fait, c'est une découverte qui a été reçue
qui a été accepté et qui va produire des conséquences dans les prochaines années. Les temps universitaires sont des temps très longs. Donc, en fait, grâce à ceci, on va pouvoir connaître mieux la légende du roi Arthur ailleurs. C'est-à-dire qu'on va avoir des conséquences sur la globalité, en tout cas de la littérature arthurienne française, sûrement. Dans quel état d'esprit on se trouve quand on... Parce que tu disais, oui, au début, j'ai été très, très prudent. Y a forcément la peur de se faire piquer l'info. Est-ce qu'il y a cette peur aussi quand tu te dis, waouh, là, je crois que j'ai découvert un truc, de te dire, mais si quelqu'un d'autre découvre aussi, est-ce qu'il y a une espèce de pression à se dire, il faut que je sois le premier parce que peut-être que quelqu'un d'autre est en train de faire la même chose? Alors, j'ai été très prudent, c'est vrai, j'étais très prudent parce que il fallait produire un travail complet. Et quant à avoir peur, je dirais non, parce qu'il ne s'agissait pas d'un seul manuscrit. S'il s'agissait d'un seul manuscrit, oui, mais comme il s'agissait d'un ensemble de manuscrits, voilà, fallait trouver un autre fou pour chercher les 28 pièces inconnues, en quelque sorte. Donc, je n'ai pas eu peur de ça, mais je savais qu'il fallait aller vite. En tout cas, aller le plus vite possible. 10 ans, c'est pas très vite, mais voilà, pour découvrir un roman, c'est relativement vite. En tout cas, il fallait aller au bout et aller bien au bout, être sûr aussi de trouver toutes les pièces, de ne pas me dire 3 ans après, en fait, je n'ai pas trouvé une autre pièce. Donc en fait, ça demandait beaucoup de temps aussi parce que je voulais être sûr de ne pas pouvoir trouver des pièces en plus, en quelque sorte. Et aujourd'hui, alors, je ne peux pas être sûr, mais en fait, j'ai regardé vraiment partout dans les endroits accessibles. Après, il peut y avoir toujours un collectionneur privé qui se dit, mais en fait, chez moi, j'ai un manuscrit que je n'ai fait lire à personne et il y a ça. Hein. Mais dans tous les endroits accessibles, je pense avoir cherché et je pense qu'on ne trouvera pas d'autres épisodes. Quoique, on ne sait jamais. Non mais c'est génial, et puis moi ça me fait relativiser un petit peu parce que je reçois honnêtement beaucoup de mails me disant oui, moi j'ai trouvé un truc caché, tout ça, peut-être que ça pourrait donner un épisode un jour, et c'est vrai que souvent je me dis bon, on a pas l'air très sérieux tout ça, donc c'est rassurant de voir qu'il y a aussi des gens qui sont tout à fait sérieux et qui effectivement font des découvertes, heureusement encore, et c'est chouette. Alors quand tu as rassemblé ces 28 manuscrits, donc tu nous as expliqué un petit peu comment tu as pu les dater. Non, d'ailleurs, tu nous as pas expliqué comment tu les as datés. Tu nous as expliqué comment tu as identifié plusieurs versions. Alors, comment tu les as datés? Alors, on date deux choses différentes. On date un manuscrit et un texte. Et ce n'est pas la même chose. Alors, comment on date un manuscrit? Quand on a fait les études quand on a fait des études sur les manuscrits, on devient, j'ai un diplôme de paléographe, de archiviste paléographe. Donc, je suis attitré à savoir à quelle époque un manuscrit remonte. Comment on le fait? Quand on a regardé beaucoup de manuscrits, on s'est daté, disons, à 25 ans, 50 ans près, un manuscrit, selon la manière dans laquelle il a écrit. Donc, chaque époque, on écrivait d'une manière un peu différente. Donc, il y a une écriture gothique qui évolue au fur et à mesure. Donc, en étudiant le type d'écriture, le type d'enluminure, etc., on arrive à savoir de quand date un manuscrit. Voilà. Si, évidemment, il n'y a pas une date. C'est très rare qu'il y ait le copiste pense d'écrire une date. Voilà. Donc, on fait une date sur la base de ça. C'est relativement précis. Donc, c'est à 25 ans, 50 ans près. Et ensuite, un texte. C'est-à-dire que parfois, le texte peut être plus ancien que le manuscrit qui le conserve. Alors, comment on peut voir ça? On le voit par exemple quand on a un même texte qui est conservé dans un manuscrit du XIIIe et du XVe siècle. Si c'est le même texte, évidemment, ça remonte au XIIIe, puisque la plus ancienne source, elle remonte au XIIIe siècle. Donc ça, c'est quelque chose d'évident. Mais parfois aussi, il y a d'autres indices qui donnent ça. C'est la langue du manuscrit. C'est-à-dire, la langue, évidemment, évolue selon les régions et selon l'époque. Et donc, grâce à la langue du manuscrit, on peut savoir où il a été écrit et quand. En ce qui concerne donc dater la plus ancienne version, donc l'apparition de Ségouan le chevalier au dragon, j'ai pu dater ce texte par rapport à d'autres romans.
C'est-à-dire que on sait que celui qui a écrit ce texte connaissait un roman qui a été écrit avant, qui s'appelle Guiron le Courtois, donc qui a été écrit avant 1240. Hein, et en fait, Séguran est cité dans un autre texte qui s'appelle Les Prophéties de Merlin, qui est écrit en 1272-1273. Donc on a les limites chronologiques et on peut dire que Séguran apparaît entre les deux puisqu'il est mentionné, donc ces aventures sont mentionnées dans les textes postérieurs et il reprend des personnages qui apparaissent seulement dans des textes antérieurs. Donc, grâce à ce système, on peut dater une œuvre. Donc, c'est comme ça que j'ai daté la plus ancienne version. Donc, j'ai daté l'apparition de Séguran le Chevalier au Dragon, qui se trouve dans des manuscrits qui remontent au XIIIe siècle. Et ensuite, les autres versions, je les date par rapport aux manuscrits qui les conservent, qui donnent ce qu'on appelle le terminus antequem, c'est-à-dire que si un manuscrit remonte à une certaine époque, le texte doit être été écrit avant ou la même année, évidemment, au plus tard. Hein, c'est ce qu'on appelle le terminus antequem, donc la limite. Donc voilà, on date grâce à tous ces procédés combinés, on date. Un autre système est ce qu'on appelle établir un stemma. Alors, le stemma est un arbre généalogique des manuscrits, puisque quand on a un épisode qui est conservé dans plusieurs manuscrits, en étudiant les fautes communes, on peut essayer d'établir un arbre généalogique. Je m'explique. Il y a certaines fautes étranges. Il est improbable qu'ils se trouvent dans deux textes en même temps. C'est-à-dire que s'il y a tout à coup un copiste qui a rajouté une phrase ou un copiste qui a fait une erreur qui est vraiment étrange, et cette erreur-là se trouve dans 2 ou 3 textes, on sait que ces textes sont apparentés. Et du coup, grâce à ce système, on peut établir un arbre généalogique des manuscrits et savoir la parenté des différentes versions. Donc ça, c'est une autre technique que l'on utilise, qui est plus complexe à expliquer, mais qui m'a servi aussi. Oui, c'est un travail de patience à mon avis dans tous les cas. Et donc, une fois que tu avais tous ces récits, tu les as édités d'abord donc pour la communauté scientifique. Tout à fait, je les ai d'abord édités pour la communauté scientifique, donc en ancien français, avec des études linguistiques, des introductions, des glossaires, etc. Et ensuite, c'est seulement là que je viens d'éditer le texte accessible à tous en français. C'est une traduction très fidèle, mais c'est très lisible. Hein. On imagine que ces textes du Moyen-Âge sont difficilement accessibles, mais Séguran le Chevalier au Dragon se lit très bien, aussi en français moderne, traduit. Oui, parce que du coup, ça a été un boulot que tu as fait par la suite, c'est de vouloir rendre ce récit accessible au grand public. Donc ça a pris quelle forme? Alors, c'est-à-dire que j'ai donné plusieurs formes à ce texte. Je l'ai d'abord traduit, donc chez Les Belles Lettres, hein, vous avez le livre derrière moi, traduit donc en français moderne de manière très précise. C'est-à-dire que là, on retrouve tous les épisodes que j'ai retrouvés. Donc c'est les textes que j'avais édités en ancien français, que j'ai traduits en français moderne. Mais j'ai voulu aussi rendre accessible le texte autrement, pour un public plus large. Donc j'en ai fait une bande dessinée avec d'argot. Et là, j'ai repris la trame que j'ai un peu romancée, puisque j'ai voulu raconter aussi la quête du Graal que je n'avais pas trouvée. Donc en quelque sorte, je voulais donner à lire un texte complet. Je voulais donner à rêver aussi autour de ce personnage en reprenant l'histoire principale et en complétant parfois les lacunes. Donc c'est un texte qui c'est une bande dessinée parce que j'avais envie que ce soit très visuel, que l'on voit le dragon, que l'on voit le chevalier au dragon, et c'était très émouvant de voir en image cela, puisque j'étais habitué au manuscrit, donc aux enluminures du Moyen-Âge, de le voir ressurgir de manière moderne, c'était vraiment une grande émotion. Et après, j'ai voulu le raconter aussi pour enfants dans un texte illustré qui raconte à la fois ma propre quête de manuscrits, donc comment j'ai trouvé les différents manuscrits, toutes les difficultés, comment je les chiffre, tout ça. Et puis, le texte raconté de manière simple pour enfants, de manière fidèle par rapport au texte retrouvé, mais pour enfants. Et après, comme tu le disais, il y a un documentaire Arte qui sortira le 25 novembre. Sera diffusé le 25 novembre et sera ensuite disponible en ligne et qui remet sur Arte. Ce sera sur Arte et puis ce sera disponible en ligne sur arte.tv.
et qui remet en scène ma propre quête de manuscrits à travers l'Europe. Et voilà, à chaque fois, il y a un des spécialistes qui s'exprime. Voilà. Et puis, voilà, il y a aussi un dessin animé. L'histoire de Ségurant est racontée avec un dessin animé voilà, qui est illustré par Antoine Carion, qui a fait un magnifique voilà, travail de récréation de cet univers par un graphisme absolument extraordinaire. En tout cas, ouais, c'est vraiment chouette et merci d'avoir entrepris cette, cette démarche de vulgarisation auprès du public. Moi, en tout cas, j'y suis sensible. Peut-être qu'on peut parler du chevalier en tant que tel, parce que c'est vrai qu'on l'a peu abordé. On a abordé ta méthode, mais le chevalier au dragon, c'est vrai que les gens le connaissent pas trop. Alors tout à l'heure tu nous as dit que voilà c'était un chevalier qui débarquait un peu de nulle part en mode oui moi je suis un peu meilleur que les autres et puis pouf Morgane lui jette un sort et il va se retrouver à poursuivre un dragon. Tu nous as dit qu'il y avait plusieurs versions du coup, qui se côtoyaient de ce mythe de Ségurant. On a plusieurs fins pour ces récits? On peut dire qu'il y a plusieurs fins. Il y a 3 fins. Il y a voilà, d'abord la fin la plus ancienne, et puis il y a des versions alternatives donc qui racontent même le combat contre le monstre. Alors même si dans la version la plus ancienne, le dragon ne pouvait pas être tué, on a une version où Ségurant affronte le monstre. Hein, ce qui montre que le récit évolue. Ce dragon qui devait être un dragon esprit, un fantôme en quelque sorte, devient un chair et os. Hein, et voilà, donc il y avait cette volonté de finir l'histoire. Et donc il y a un effet, il y a plusieurs fins. On a Nomatorman qui dit bientôt un film avec Françoise Civil dans le rôle principal. Mais non, voyons, Emmanuel est acteur, c'est lui qui doit incarner. Oui, je veux bien. Donc il y a plusieurs fins alternatives. Donc, et il a été produit, ce texte, en Italie du Nord. Tout à fait. Alors on le sait parce que c'est un français avec des traces de langue italienne, donc des italianismes qui se trouvent dans ce texte. On le sait aussi parce que les manuscrits les plus anciens ont été écrits en Italie. Donc, alors, quant à la région, sans doute de la région de Venise, on imagine, enfin, je pense cela puisque ce texte est rattaché aux prophéties de Merlin, qui, comme on l'a dit, c'est un recueil prophétique qui a été écrit sans doute à Venise au XIIIe siècle en français. Mais voilà, mais c'est un texte qui a essaimé ensuite. Alors, tu nous as dit aussi tout à l'heure que Ségurant, il est présenté comme le meilleur chevalier du roi Arthur. Est-ce que ça rentre pas un petit peu en conflit, forcément, avec d'autres récits arthuriens? Tu nous l'as dit, hein, ta découverte, elle va avoir des conséquences derrière. Est-ce que tu peux nous en parler de tout ça? Oui, absolument. Alors, cela rentre en contradiction avec les autres romans, mais l'auteur anonyme a trouvé une stratégie brillante que j'ai appelée la stratégie de l'illusion, qui est de dire, voilà, Ségurant est disparu en suivant un dragon, et voilà que Morgane raconte à la cour du roi Arthur que Ségurant est en réalité un mirage, donc qu'il n'existe pas. Et donc toute la cour du roi Arthur croit que Ségurant n'a jamais existé. Et c'est comme ça qu'il est oublié. Alors cela permet de rendre ce nouveau texte cohérent avec les romans antérieurs, par exemple le roman de Lancelot, le roman de Tristan, qui ne connaissait pas Ségurant. Et voilà que lui, il explique, voilà, vous ne le connaissez pas parce que Morgane a raconté qu'il n'existait pas. Mais en réalité, c'est lui le meilleur chevalier. Donc, c'est une trouvaille qui est très brillante pour justifier la création d'un nouveau roman qui se situe en même temps, c'est-à-dire que Ségurant accomplit ses prouesses en même temps que Lancelot, que Tristan, qui vint. Et donc, si on utilise les termes qu'on utilise aujourd'hui pour les séries, on pourrait dire que c'est un paraquel. Donc, ce n'est pas un sequel qui s'en sert après, ce n'est pas un préquel qui s'en sert avant, c'est un paraquel, donc qui s'en sert en même temps. Hein. C'est-à-dire, c'est une histoire qui s'en sert en même temps que les meilleurs chevaliers, voilà, mais c'est lui le meilleur chevalier et l'auteur le montre.
comme ça. Ah, les types, ils auraient vécu à notre époque, ils auraient pu écrire Stranger Things ou des trucs comme ça, des super plot twists et super intrigues. Et donc tu nous disais que ces récits-là, ils inspiraient beaucoup les élites, forcément, ça parle de chevalerie. Tu peux peut-être nous refaire un petit topo sur la chevalerie, justement, et sur ce que c'est, durant quelle période ça existait, et à quel point peut-être cette littérature a pu influencer la chevalerie? Absolument. Alors, la chevalerie, telle que le Moyen-Âge la conçoit, émerge surtout au XIe et puis XIIe, XIIIe siècle. Mais évidemment, la cavalerie lourde existe au contraire depuis très longtemps. Déjà au IVe, IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a dans les armées, voilà, c'est le groupe de guerriers à cheval, donc cuirassés à cheval, qui combattent avec des lances, qui, voilà, c'est comme des projectiles avec des lances, voilà. Et on se rend compte que la cavalerie lourde dans les armées a un poids très important. Donc la cavalerie existe déjà à la période antique, mais c'est au Moyen Âge que la figure du chevalier naît en quelque sorte, c'est-à-dire que cette cavalerie lourde se dote d'une éthique et d'une idéologie au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y aura des codes de conduite et d'honneur qui se lient à la chevalerie. Il y aura des textes qui donnent, voilà, qui expliquent comment il faut être un bon chevalier, etc. Et encore aujourd'hui, on sait, voilà, on a l'idée du chevalier qui protège les personnes les plus faibles, etc. Donc c'est au XIe, XIIe et ensuite XIIIe siècle que émerge de manière de plus en plus puissante cette éthique de la chevalerie qui émerge à travers des textes, plusieurs traités, mais aussi des textes de fiction. Hein. Les romans contribuent en quelque sorte à établir cette éthique, hein, chevaleresque. Donc, voilà, un chevalier n'est pas seulement n'est pas seulement celui qui fait partie, voilà, qui a un cheval, qui a une cuirasse, qui est armé, donc qui participe aux guerres, qui participe aux armées, mais aussi celui qui se reconnaît dans ses valeurs, dans les valeurs de la chevalerie, et voilà qu'il y a donc des rites qui sont associés à la chevalerie, dont le plus connu évidemment est l'adoubement, qui est à la fois donc la cérémonie par laquelle on devient chevalier, qui est à la fois un rite de passage, un rite d'initiation aussi. Donc voilà, la chevalerie se dote de plusieurs codes de conduite et d'honneur et fait rêver tellement que, comme je le disais, ces romans sont imités. Il y aura des chevaliers réels qui veulent imiter les prouesses les prouesses qu'ils lisent dans des romans. Je fais un exemple. Très souvent dans les romans du Moyen-Âge et dans Séguran aussi, on trouve ce qu'on appelle un pas. C'est-à-dire un pas, qu'est-ce que c'est un pas? C'est-à-dire qu'un chevalier se poste devant un passage, par exemple devant un pont, et il va défier tous les chevaliers qui viennent. Je vois le chevalier noir dans Sacré Graal encore, j'ai que ça dans la tête, c'est horrible. C'est difficile à croire, mais il y a des chevaliers, surtout à la fin du Moyen-Âge, qui ont dit on va faire la même chose. Je me poste devant un pont et tout le monde qui passe, je vais le défier. Donc il y a cette imitation du roman, et aussi donc à la cour de Bourgogne, surtout, où ces récits étaient très populaires, voilà que ils organisaient, comme un peu aujourd'hui, des tournois à thème arthurien. Aujourd'hui encore, les reconstitutions sont à la mode, mais déjà au Moyen-Âge, donc les nobles prenaient, donc ils peignaient les blasons des chevaliers de la table ronde sur le bouclier, et voilà qui faisaient des tournois à l'honneur des chevaliers de la table ronde. Donc la chevalerie, c'est à la fois fantasmé et réel. Il y a les deux aspects. Et et tu disais que du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue avec la réalité qui inspire la fiction qui inspire la réalité. Justement, on retrouve bien cette réalité de la chevalerie dans Séguran. Oui, absolument. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant de ce texte, c'est qu'il décrit aussi les tournois. Il décrit aussi la cérémonie de comment on devenait chevalier, comment on a adoubé un chevalier. Il y a même plusieurs historiens qui se sont intéressés
donc enfin une fois que j'ai édité Ségurant, à comment ces cérémonies étaient décrites, parce qu'il y a une description qui est très précise qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc en fait, ce texte contribue, même si évidemment c'est une fiction, donc il faut être attentif, ce n'est pas la réalité, c'est une image de la réalité, mais qui nous donne parfois des renseignements très précis sur ce monde que l'on connaît encore mal, à cause de toutes les pertes. Mais en effet, Ségurant nous donne une image de ce monde. Et c'est très émouvant de voir comment il décrit les tournois, comment il décrit voilà ce pas, ce chevalier qui protège à un pont, etc. Il y a tout cela aussi. Et ce qui est très émouvant, c'est que c'est raconté avec le style de l'époque, donc avec cet émerveillement pour les exploits, les aventures, avec cette précision aussi qu'on avait pour décrire les coups, etc. Aujourd'hui, on dirait presque un film, c'est-à-dire qu'il y a cette attention pour le combat à la joute. Vraiment, c'est comme dans une série aujourd'hui. Et alors, justement, enfin, c'est effectivement une série parce qu'il doit affronter un dragon. Est-ce que c'est plutôt fréquent de croiser des dragons dans ces récits arthuriens? Alors, il y a quelques dragons dans les récits arthuriens. Il y a, par exemple, un combat très célèbre entre un dragon rouge et un dragon blanc, à cause de Merlin qui dit que sous le château se trouve un dragon blanc, un dragon noir, et c'est pour ça que la tour du château tremble. Voilà, donc il y a un grand affrontement entre ces deux dragons qui ouvre en quelque sorte la légende du roi Arthur. Il y a aussi quelques dragons qui sont associés, par exemple, à Lancelot et à Tristan dans quelques récits secondaires. Mais voilà, la littérature de roi Arthur n'avait pas un chevalier au dragon. C'était une lacune. Il y avait un chevalier au lion, mais il n'y avait pas un chevalier au dragon. Et donc, en quelque sorte, l'auteur a complété cette lacune en donnant à la table ronde le chevalier au dragon. Alors, il peut y avoir plusieurs influences possibles. On l'a dit, il y a déjà plusieurs dragons dans la légende du roi Arthur. L'auteur a pu s'inspirer aussi au récit des saints. On parlait avant des légendes des saints. Il y a souvent des saints qui combattent un dragon, un diable qui se présente sous l'apparence d'un voilà. Quelle hérésie en fait, souvent. Absolument. Et donc il y a plusieurs influences qui se croisent dans Ségurant, et une influence importante, à mon avis, même si ce n'est pas la seule, c'est Siegfried. Alors, Siegfried est le héros des Nibelungen, donc de la chanson des Nibelungen, la plus importante épopée germanique. Donc, c'est un guerrier qui tue un dragon, que l'on retrouve aussi dans la mythologie scandinave sous le nom de Sigurd. Donc, Siegfried et Sigurd est en fait le même personnage. C'est un personnage qui traverse un mur de feu et tue un dragon. Et j'ai montré que Ségurant est sans doute inspiré aussi de Siegfried, même si ce n'est pas la seule, la source unique. Et cela, on le voit dans plusieurs choses. D'abord, les noms sont très proches. Ségurant, Siegfried et Sigurd. Alors, il faut savoir que dans plusieurs manuscrits, on lit aussi Sigurant. Donc, entre Sigurant, Siegfried et Sigurd, là, on est vraiment très proches. Et donc, on retrouve plusieurs éléments. Donc, le mur de feu, cette poursuite du dragon, mais aussi un trésor enchanté que Ségurant possède. Ségurant a une pierre que l'on devine être une pierre magique. Donc, il y a plusieurs éléments en commun, et j'ai pu montrer que la légende du roi Arthur et la légende de Siegfried ont pu se croiser, puisque en Italie, dans un château qui n'est pas loin de Venise, donc de l'endroit d'où vient sans doute ce roman, le Castello di Roncolo, près de Bolzano en Italie, donc il y a le cycle de fresques arthuriennes le plus grand au monde, et dans ce cycle, on trouve Siegfried et le roi Arthur à côté. Ce qui montre que la légende du roi Arthur et la légende de Siegfried ont pu se toucher, ont pu se rencontrer là-bas. Ce qui fait en quelque sorte de Ségurant un héros européen
un produit de la culture européenne, puisque voilà, c'est un chevalier qui provient d'un mythe germanique scandinave, d'une légende bretonne, mais en langue française en Italie. C'est vraiment exceptionnel. Et du coup, tu disais quand on a préparé cet entretien, alors là c'est un lien entre des espaces géographiques, mais tu disais que c'était aussi un lien entre deux périodes finalement, même s'il n'y a pas une rupture nette, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Pourquoi? Absolument, parce que c'est un héros et un roman qui anticipe déjà l'évolution du roman. Donc, on a des aspects que l'on retrouvera ensuite, comme un élément comique hein, qui n'était pas aussi présent d'abord, c'est-à-dire que on a un chevalier, donc le chevalier Ségurant qui se différencie des autres. C'est un chevalier qui est très vorace, il a un très grand appétit, un appétit qui suscite le rire de ses convives. Il est flanqué par des personnages un peu décalés, hein, qui s'appellent Dinadan et Golistan. Alors, Dinadan est un chevalier à la langue très affûtée qui explique pourquoi il n'est pas amoureux, pourquoi la chevalerie est absurde, etc. Et un autre personnage qui est Golistan, qui est le fils il est un demi-géant en quelque sorte, puisque son père était un géant d'Irlande. Et c'est un personnage très naïf qui rêve de devenir chevalier un jour et qui, à chaque fois qu'il rencontre un paysan, il croit que c'est un chevalier. Donc, en quelque sorte, voilà, il y a un décalage, il est très naïf et voilà, il jure de ne pas combattre à l'épée tant qu'il ne sera pas chevalier, mais il ne le sera jamais. Donc, il combat comme si c'était une rixe à chaque fois. Donc, on a Ségurant flanqué par deux personnages très atypiques qui font de ce texte un texte qui ajoute déjà une dimension ironique et comique que l'on trouvera ensuite. Hein, en Italie, à la Renaissance, par exemple, le Roland Furio de l'Arioste, hein, qui prend une distance ironique, se moque un peu de cette chevalerie, et ensuite, bien sûr, après la Renaissance, il y aura Don Quichotte de Cervantes, un chevalier qui poursuit des êtres imaginaires, qui voit un moulin à vent et qui croit que c'est un géant. C'est un peu comme Ségurant qui croit voir un dragon, en quelque sorte, qui est voilà, flanqué par un Sancho Panza. Donc, voilà, on sait que Don Quichotte est flanqué par un personnage tout à fait atypique qui pourrait ressembler en quelque sorte à Golistan. Donc, on a déjà 3 siècles avant Don Quichotte un roman qui apporte déjà une dimension comique, mais aussi des valeurs nouvelles. Hein. Pourquoi? Parce que Ségurant est un chevalier atypique. C'est un Lancelot sans Guenièvre, c'est un Tristan sans Iseux. C'est un chevalier qui n'est pas amoureux. Si bien que dans une version alternative, il y a un copiste qui a voulu inventer une histoire d'amour. C'était impossible pour lui que Ségurant ne tombe pas amoureux, puisque pour accomplir les exploits, les chevaliers aiment une dame. C'est la dame qui commande de faire cet exploit ou l'autre. Alors, Ségurant, c'était un chevalier très atypique, il n'avait pas une dame. Il poursuivait un dragon. Bon. Atypique aussi, puisque c'est en quelque sorte le chevalier sans dragon. Il ne peut pas le tuer. C'est peut-être le premier chevalier sans dragon. C'est-à-dire que, peut-être le seul, enfin, je n'en connais pas d'autres. C'est une invention très brillante que d'avoir fait de ce chevalier un héros qui se lance dans une quête impossible, finalement. Et il faut dire que Ségurant n'est pas non plus un chevalier pur comme Galad, le héros du Graal. Il cherche le Graal, mais pour d'autres raisons. Il cherche le Graal non pas parce que c'est la coupe du Christ, mais parce qu'il doit être désensorcelé, il doit se libérer de son dragon. En quelque sorte, il y a d'autres valeurs. Il y a, par exemple, les valeurs de la famille, les valeurs du clan, les valeurs d'une excellence chevaleresque basée uniquement sur les armes. Donc, il y a une évolution déjà de cette littérature et on a l'impression que déjà au XIIIe siècle, l'amour courtois devient démodé, en quelque sorte. Donc, c'est un peu un roman qui fait le lien entre les tout premiers romans arthuriens et les textes de la Renaissance, en quelque sorte. C'est un peu un chaînon manquant, c'est un peu voilà, un jalon de la littérature européenne qui nous montre son évolution à un moment
donné. Alors finalement, les Chevaliers des Tables Rondes, c'est un peu les Avengers médiévaux. Et est-ce que cet Avengers-là, du coup, Ségurant, il avait du succès à l'époque? Parce que s'il était atypique, on peut imaginer que nous, on aime bien les personnages atypiques dans les séries ou les films. Est-ce que c'est un personnage qui avait du succès à l'époque? Alors, c'est très difficile d'estimer le succès à une époque si éloignée, mais on peut penser que ce texte a été un best-seller. Pourquoi? Déjà, 28 manuscrits, c'est beaucoup. Aujourd'hui, ça nous paraît très peu, mais il faut savoir qu'il y a des œuvres capitales de la littérature médiévale qui sont conservées dans un seul manuscrit. Et l'œuvre française du Moyen-Âge qui est conservée dans le plus de manuscrits, c'est le roman de la Rose, qui est conservé dans 200 manuscrits. Mais c'est un cas unique. Sinon, voilà, généralement, les manuscrits les œuvres sont conservées dans un manuscrit. 2, 5, 10, donc 28, c'est beaucoup. Donc ça, c'est une première donnée. Une autre donnée, c'est que on a des fragments qui ont été traduits en italien, et ce chevalier est encore mentionné à la Renaissance en Espagne. Alors, il est mentionné dans l'une des sources de Cervantes. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas sûr que Cervantes connaissait Ségurant, mais la source principale de Cervantes, qui est l'Amadis de Gaulle, mentionne Ségurant. Donc, il est en quelque sorte arrivé jusqu'à Cervantes. Il arrive en Grande-Bretagne, où il est mentionné. Donc, ça devait être un succès si on en trouve autant de traces. Même si c'est difficile à quantifier aujourd'hui, mais ça devait être un personnage qui a passionné parce qu'il y avait l'histoire de dragon, parce que c'était une aventure en quelque sorte qui a plu. Il y a un roman qui a plu. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à un moment donné, il est disparu? Oui, c'est vraiment un destin très curieux et encore plus curieux puisque dans l'histoire même, le personnage est oublié. C'est Morgane qui fait croire au Arthur que Ségurant n'existe pas et le roman lui-même subit le même sort. Donc c'est vraiment très étrange. Alors on peut l'expliquer par 3 raisons. La première raison est une raison d'ordre général, c'est-à-dire après la Renaissance, ces textes ne sont plus lus. Et la littérature arthurienne commence un déclin qui est lié aussi à l'évolution de la guerre, en quelque sorte. Quand on invente, quand il y a une évolution des techniques de la guerre avec l'archerie et l'artillerie, et finalement, la chevalerie perd la place centrale qu'elle avait. Donc, en quelque sorte, c'est une littérature, déjà la Renaissance, qui part d'un monde éloigné. Le chevalier a perdu son rôle central. Donc, il y a une raison d'ordre général qui est que cette littérature a été moins lue. Donc, ces textes se perdent. Les manuscrits sont démembrés. En plus, il y a eu plusieurs incendies, on l'a dit, à la Renaissance, mais même après, jusqu'à, j'ai cité l'incendie de Turin, par exemple, en 1904. Donc, ça, c'est la première explication qui est d'ordre général. Voilà, on conserve le 30%. Donc, Ségurant a failli passer de l'autre côté, du côté de 70% des œuvres disparues. Une autre raison est qu'à une certaine époque, comme je l'ai dit, les copistes copient seulement des épisodes choisis. Donc, aucun manuscrit ne conserve l'intégralité des prophéties de Merlin, l'intégralité des aventures de Ségurant, qui se trouve donc émiettées, dispersées dans plusieurs manuscrits. Et la troisième raison, qui est une raison plus spécifique, est que le chevalier au dragon a été souvent mêlé aux prophéties de Merlin. Et à la contre-réforme, donc à la Renaissance, les prophéties de Merlin sont inscrites à l'index des livres interdits. Donc on peut imaginer que plusieurs manuscrits ont été brûlés, se sont perdus à cette occasion. Évidemment, donc Merlin est un prophète. Alors l'Église permet seulement on ne permet pas qu'il y ait un prophète qui n'est pas chrétien. En plus, Merlin est lié au diable. Les textes nous racontent que c'est le fils d'un diable. Alors là, il fallait vraiment faire disparaître Merlin. Et le chevalier au dragon a pu souffrir de cette association avec les prophéties de Merlin. Tes travaux, ils ont été publiés en français. Ils vont être publiés en anglais aussi ou pas?
Moi, la question derrière, c'est est-ce que le monde de la recherche autour de la littérature arthurienne est plus étoffé dans le monde anglo-saxon ou en France? Alors, les travaux scientifiques, je dirais que nous sommes habitués à lire aussi dans les autres langues, c'est-à-dire que les Anglais lisent en français, comme nous, voilà, on peut lire en italien ou en anglais, en allemand. Comme on est très peu, les spécialistes, on est habitués à lire en plusieurs langues. Donc, la question ne se pose pas pour le monde universitaire. En revanche, en ce qui concerne le texte, je l'ai traduit en italien aussi, donc il est sorti en Italie. Je l'ai traduit en anglais, donc bientôt il sortira en anglais. Et j'espère bientôt donc en espagnol et en portugais. Là aussi, je pourrais le traduire. En revanche, les autres langues, non. Donc en allemand, il va être traduit aussi. Ce ne sera pas moi qui le traduis parce que je ne parle pas bien allemand. Mais voilà, donc il y aura aussi un destin dans les autres pays. 5 langues à toi tout seul, c'est déjà pas mal. On a pas mal on a quelques questions quand même des gens qui s'intéressent non seulement à Séguin, mais aussi au roi Arthur et à sa légende. On nous demande si tous les chevaliers avaient un surnom du type le chevalier au dragon, parce que il y a le chevalier au lion, dans Camelot on nous dit Arthur c'est le sanglier et les autres. Non, il y a des chevaliers qui n'ont pas un surnom. Gauvin par exemple, voilà. Il y a des chevaliers qui n'ont pas, en tout cas, n'ont pas de surnoms très connus. Mais non, il y a surtout Lancelot le chevalier de la charrette, Yvan le chevalier au lion. Donc, pas tous les chevaliers ont un surnom et encore moins un animal. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait près de 150 chevaliers? Alors, le nombre est un nombre ouvert, c'est-à-dire c'est un nombre qui s'étoffe au fur et à mesure. Dans les premiers textes, on mentionne 12 chevaliers. Après, on en mentionnera 24. Et après, au fur et à mesure, de plus en plus. Et en fait, à la fin du Moyen-Âge, il y a cette volonté de créer une sorte d'encyclopédie qui réunit tous les chevaliers de la table ronde. Et voilà qu'on liste 150 noms. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas un nombre figé. C'est une liste ouverte, une liste qui change de texte à texte, qui change de région à région. Et surtout, voilà, liste ouverte, en quelque sorte. Mais en tout cas, à la fin du Moyen-Âge, à partir de tous les romans existants, on répertorie 150 chevaliers. Alors, cette découverte que tu as faite, bon, elle est exceptionnelle, mais est-ce que, du coup, elle ouvre la voie au fait qu'on puisse découvrir encore, peut-être, un jour, un autre chevalier, où ça semble improbable qu'il y en ait plusieurs qui soient passés à travers les mailles du filet? Alors là, je pense vraiment avoir regardé partout. Alors, il y a des chevaliers un peu moins connus, donc dans ces 150 chevaliers, mais voilà, c'est pas parce que les noms existent qu'il y a un roman sur chaque chevalier. Alors, en fouillant beaucoup, j'avoue avoir trouvé aussi d'autres fragments. Dans cette grande recherche, évidemment, quand on fouille, on trouve des choses. J'ai trouvé quelques fragments qui sont encore inédits, que je vais éditer pour le public universitaire, mais c'est toujours des fragments très courts qui se rattachent souvent à des chevaliers déjà connus. Donc là, après avoir cherché des milliers de manuscrits, avoir passé au crible tout, je pense qu'on pourra difficilement trouver un autre roman de la table ronde, même presque impossible, mais bon, on ne sait jamais. Si jamais un collectionneur privé sort dans un autre texte, pourquoi pas? Mais voilà, cela faisait plusieurs décennies qu'on ne trouvait pas... on faisait pas une découverte de ce type, donc on n'imaginait plus qu'il y avait encore des romans à trouver. Donc c'est exceptionnel qu'il y ait un autre roman, qu'on puisse lire donc les aventures de Chevalier au Dragon. Et voilà, je pense malheureusement pas qu'il y ait d'autres découvertes à faire d'autres romans à trouver sur la légende du roi Arthur, mais qui sait? On nous demande si tu connais le chevalier aux deux épées. Oui, le chevalier aux deux épées, justement. Oui, c'était un autre roman du Moyen-Âge. J'ai failli le citer d'ailleurs. Voilà, c'est un autre texte que l'on peut lire en français moderne aussi, et qui est un texte très beau et que je conseille de lire. Et tu peux nous en parler un petit peu ou pas? Si vous voulez, voilà, c'est un chevalier qui s'appelle Balin dans une version et alors je l'ai lu il y a très longtemps, mais il y a une très belle histoire où il y a son propre frère
C'est-à-dire qu'il y a deux chevaliers qui se ressemblent beaucoup. Mais j'ai lu ça il y a très longtemps. Il faudra voilà. Alors il tire une autre épée. Et donc, il tire une autre épée, donc il se retrouve avec deux épées. Et donc, voilà. En tout cas, voilà. Allez le lire. J'ai vraiment une très bon souvenir de ce roman qui raconte en plus une histoire il y a une histoire de peut-être tranchée, de retour à l'autre monde. Donc c'est vraiment un texte très beau. Je voulais donner les références pour ceux qui voulaient le lire. Il a été traduit récemment par un collègue, Garnier. Donc ça se trouve aux éditions Garnier, et on peut le lire donc en français moderne. Voilà, si vous voulez pas le lire en ancien français, mais c'est un autre beau texte de cet univers. Voilà. On essaiera de mettre ça en description de YouTube si on a assez de place, parce qu'honnêtement, dans cet entretien, on va avoir beaucoup de refs à caler en description pour les gens que ça intéresse. Est-ce que... alors, tu nous disais que Ségurant, c'est une sorte de... Enfin, il y a sans doute des inspirations avec Sigurd et avec Siegfried. Est-ce qu'on connaît d'autres chevaliers de la table ronde qui pourraient être avoir été inspiré justement par des légendes, par des récits qui viennent d'ailleurs? Alors, déjà, alors, il faudrait dire que Tristan, par exemple, Tristan que l'on associe aujourd'hui à la table ronde, à la base ne fait pas partie de la légende du roi Arthur. Tristan est rattaché ensuite. Donc, la légende de Tristan, à savoir que donc, Tristan est amoureux d'Iseux, qui est la femme du roi Marc, qui est son propre oncle. C'est une légende à part qui se rattache ensuite à la légende du roi Arthur. Donc, on a un autre cas de personnage venant d'une autre légende qui est phagocyté, en quelque sorte, par la légende du roi Arthur. Donc là, on a un autre bel exemple de personnages, même si c'est pas exactement la même chose, mais de personnages qui proviennent d'une légende indépendante et qui est insérée dans la légende du roi Arthur. On nous demande si potentiellement cette littérature arthurienne aurait pu dépasser l'Occident pour aller toucher l'Orient ou pas du tout. Alors l'Orient, alors alors il y a eu quelques traductions dans des endroits un peu périphériques en Europe dès le Moyen Âge. Déjà, il y a je sais qu'il y a des versions en grec. Bon, on est encore en pleine Europe, mais quelques-unes dans des pays de l'Est de l'Europe. En ce qui concerne, alors, par exemple, au Japon, c'est une arrivée qui est plutôt récente. Donc, il y a eu même quelques jeux arthuriens. Et voilà, c'est une redécouverte récente. Donc, il y a un siècle qu'on s'est intéressé un peu au Japon aussi à la littérature. Mais je pense que William Blanc en a parlé peut-être quand il a parlé des samouraïs. Il y a eu cette superposition des samouraïs et des chevaliers du Moyen-Âge. Mais c'est une arrivée récente. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que les récits français du Moyen-Âge sont traduits donc dans plusieurs langues, dès le Moyen-Âge, même en Islande, ce qui paraît aujourd'hui tout à fait exceptionnel. Même en Islande, des textes du Moyen-Âge français sont traduits. Alors, on arrive à la fin de cette émission, et ce que j'aime bien demander aux intervenants, c'est de nous conseiller un petit peu quelques livres, des références, que ce soit des documentaires, n'importe quoi, pour que ceux qui nous écoutent puissent un petit peu creuser le sujet. Alors, j'imagine que sur Ségurant, t'as quelques trucs à nous conseiller, effectivement, qu'on a déjà abordé, mais plus généralement aussi après, peut-être sur le roi Arthur ou sur la littérature arthurienne, justement, en général. Oui, bien sûr, évidemment, ce qui concerne le Chevalier au Dragon, lisez absolument le texte traduit en français aux Belles Lettres, disponible aussi en audio-livre. Lisez donc cette BD chez Dargaud qui part de ma découverte et romance cette histoire, et lisez donc aussi au frais le texte pour enfants qui est très beau et qui donne envie aux enfants de devenir historiens et de se passionner à l'histoire. Je pense que c'est un très beau moyen de rentrer dans l'histoire.
dans l'étude de l'histoire. En ce qui concerne plus généralement la légende du roi Arthur, voilà, je cite évidemment William Blanc, le roi Arthur, un mythe contemporain. Et sinon, comme j'ai mentionné aussi un livre que j'ai fait récemment avec des collègues, et William Blanc, il est aussi Arthur transmédial, la légende du roi Arthur. Alors, c'est peut-être un peu plus spécifique, mais il y a plusieurs contributions de spécialistes sur Camelot, sur plusieurs films, séries, jeux. Et c'est vraiment un livre où puiser pour aller découvrir différentes transpositions de l'univers du roi Arthur à travers plusieurs médias, pour y rentrer, disons, d'une manière, à travers tous les médias possibles. Il y a des films, toi, dans les dernières adaptations du roi Arthur, il y en a une que tu préfères au cinéma? C'est toujours très difficile parce que quand on est spécialiste, on a toujours le réflexe de dire ah mais c'était pas comme ça, donc c'est toujours difficile. Alors moi j'aime bien un ancien film que je conseille toujours, qui est le Perceval de Romer, et que j'aime beaucoup. C'est un film qui est fait avec peu de moyens, mais qui s'inspire des enluminures du Moyen-Âge, avec un décor en carton-pâte, mais qui fonctionne puisqu'on a vraiment les images des manuscrits. Donc, c'est moins les films hollywoodiens que ce type de film que j'aime profondément. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait dans le chat, moi, ma première porte d'entrée sur l'univers finalement arthurien, c'était, et alors je sais plus ce qu'il disait, moi c'était Merlin l'Enchanteur. C'est vrai que quand j'étais gamin, je suis rentré, je pense comme beaucoup de gamins là-dedans. Ça a été quoi, toi? Qu'est-ce que ça a été? Oui, Merlin l'Enchanteur, je m'en souviens. Oui, bien sûr. C'était peut-être. J'avais aussi, quand j'étais enfant, un livre qui racontait l'histoire des chevaliers de la table ronde. Donc, c'était ça. Je suis rentré par ça, et puis j'avais oublié ça. Et puis, finalement, quand je me suis intéressé aux manuscrits, j'étais étonné de retrouver les histoires de mon enfance dans les manuscrits du Moyen-Âge. C'était étonnant, et de les redécouvrir autrement. Et puis, on redécouvre que cette littérature est beaucoup plus profonde de ce que l'on peut croire, évidemment. Quand on est habitué quand on a ces récits, on croit que ce sont des histoires pour enfants. Mais en fait, non, ce ne sont pas des histoires pour enfants, cette littérature arthurienne. Et quand j'ai découvert cette littérature, j'étais profondément touché par la profondeur de cette légende, par la richesse, ce qu'on ne voit peut-être peu quand on est enfant, même si ça nous passionne. Mais vraiment, j'ai eu un grand plaisir à la redécouvrir autrement. Bah écoute, merci en tout cas. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose que tu voulais peut-être ajouter, qu'on n'a pas traité dans cet entretien? Je pense qu'on a tout abordé. Et puis rendez-vous aussi sur Arte pour voir le documentaire. Vous verrez tous les manuscrits brûlés, que vous pouvez voir aussi dans mon édition aux Belles Lettres. Vous aurez les reproductions des manuscrits brûlés, des manuscrits en morceaux. C'est très impressionnant à voir. Comme ça, vous verrez là où j'ai trouvé ces 28 parties pour refaire ce puzzle des aventures de Ségurant, le chevalier au dragon. Et c'est quoi tes prochains projets? Ah, ouf. Alors, ça se porte sur l'épopée de Charlemagne. L'épopée de Charlemagne, mais pas en Europe, puisque c'est une épopée qui s'est transmise de manière orale, d'abord, mais qui a ensuite été amenée à la Renaissance par les Espagnols et les Portugais en Afrique et en Amérique du Sud. Et donc, je travaille et je prépare là aussi un essai, mais un livre pour le grand public, un autre documentaire sur l'épopée de Charlemagne qui survit aujourd'hui en Afrique. J'ai trouvé dans des villages au milieu de la forêt équatoriale des personnes qui chantent et mettent en scène encore cette légende, cette épopée. Mais vous en saurez plus donc très bientôt. On a hâte de lire ça aussi. Encore merci à toi. Merci. Passez tous une bonne après-midi et on se retrouve très bientôt sur Twitch, sur YouTube, en podcast, absolument partout. Salut!